imaginé là, c'est justement ces questions qu'on s'est posées, mais justement avec tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire dans les ateliers de préfiguration, comment vous voyez le rôle du conservatoire. C'était un peu sur chaque mission, chaque axe, chaque déclinaison d'action, c'était la question posée, et on peut voir des façons, des axes différents. Autant il y a certains avis qui ont convergé, autant parfois il y avait des divergences sur la manière de voir les choses. En tout cas, on a brassé un nombre de sujets très importants que je vais vous présenter maintenant, cette restitution. On va faire un peu le bilan à la fois de l'enquête qui a eu lieu en ligne, enquête qui était ouverte jusqu'à maintenant, elle est toujours ouverte, mais qui permettait à chacun de s'inscrire et de donner son avis, ses observations sur les différents axes stratégiques et ce qui est ressorti des ateliers. Et enfin, je terminerai la présentation, peut-être on fera une petite pause avant, mais sur les premiers éléments de feuille de route, en tout cas ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle, en essayant de s'avancer sur des hypothèses de travail, mais quelles sont, c'est-à-dire à l'heure actuelle des hypothèses, c'est-à-dire qu'il y a un comité de pilotage de la préfiguration qui est en place, donc avec l'État, l'OFB, les trois provinces, et IAC et Endemia, et c'est vraiment ce comité de pilotage qui va faire un peu le tri. Donc moi, cheville ouvrière, donc je vais essayer de présenter en tout cas les choses le plus clairement possible et le plus fidèlement possible par rapport à ce qui a été dit lors des ateliers, par rapport aux attentes des acteurs, pour que le comité de pilotage, assez rapidement, puisque début 2024 déjà, puissent se mettre d'accord sur les axes, les priorités et les moyens qu'on va mettre en face. Et c'est un peu ce qu'on va envoyer dans le réseau national pour dire est-ce que c'est conforme aux attentes, au profil de ce que peut faire un conservatoire botanique national. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il faut renforcer certaines choses ou pas, ou voilà, avec des budgets qui je l'espère, arriveront l'année prochaine pour nous équiper, pour répondre aux attentes. Donc, concernant le bilan de l'enquête, en ligne, donc sur les 5 axes principaux du conservatoire. Donc il y a eu 28 réponses. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de répondre. Réponses partielles ou complètes à l'ensemble des questions sur les 5 axes. Des réponses qui viennent de profils très différents, sociétés minières, on a eu un peu tout le monde qui a répondu, associations, experts indépendants. Donc c'est bien d'avoir un peu un panaché de profils très différents qui ont répondu. Et donc on peut voir déjà que enfin, ces indices, la priorité moyenne, en gros, plus on se rapproche du 1 et plus c'est ressenti comme prioritaire. Et plus on s'éloigne du 1, et moins c'est ressenti comme une action que le conservatoire va prendre en main là, sous peu de temps. Ensuite, il y a un deuxième indicateur qui est ce que j'appelle le dissensus, c'est-à-dire c'est l'écart type, basiquement des réponses. C'était de dire, plus l'écart type est petit, c'est-à-dire le plus petit qu'il puisse y avoir, c'est 0. Plus l'écart type est petit, et plus ça veut dire que, en gros, tout le monde est d'accord sur cet avis-là. Donc, on peut être d'accord de pas être d'accord et d'accord d'être pour mettre ça en priorité élevée. Donc ça donne un peu une petite image déjà de choses qui se détachent, notamment que l'axe connaissance, l'axe gestion de l'information et l'axe conservation in situ sont ceux sur lesquels il y a le plus d'attentes pour le conservatoire. En tout cas au global, parce qu'après quand on rentre dans le détail, il y a aussi de la variabilité dans les axes en fonction de chaque action. Mais en tout cas, ces 3 axes-là sont ressortis. Ensuite, tout ce qui est appui, expertise, sensibilisation, formation, ethnobotanique, c'était moins évident en niveau de priorité, et c'était beaucoup plus partagé. Il y a eu pas mal de divergences. Autant il y a des gens qui étaient enthousiasmés de dire faut absolument prendre en main ce dossier sur la prise en culture, nature, la relation, le volet culturel, il faut le mettre en avant, pratiquement la moitié des gens. Et l'autre moitié des gens de dire non, ou il y en a déjà qui font bien les choses, ou il y en a qui prennent en main le sujet, ou c'est un sujet qu'il faut traiter dans un deuxième temps. Donc il y avait assez une dichotomie en fait dans le panorama. Donc nous on n'a pas la réponse absolue, et je pense que la réponse de nos actions elle va se faire principalement sur les moyens, quels moyens on aura à consacrer aux choses, et c'est ça qui va fixer les choses. Oui. Excuse-moi de te couper, je suis désolée. En fait, le port. Voilà. Donc ce que je disais, voilà, il y a des axes sur lesquels la sensibilisation, par exemple, là aussi, tout ce qui est le volet sensibilisation, c'était assez partagé les avis en disant où il y a déjà pas mal de monde qui fait des choses, etc. On vous attend plutôt en accompagnement, en soutien, peut-être en partenaire financier ou pour donner des guides, mais pas forcément en première ligne sur plein de sujets qui sont traités par ailleurs. Donc ça, c'est une matière première, en tout cas très riche,
qui est ressorti de ces enquêtes, avec même des observations un peu qualitatives qui vont. Et en fait, cette matière, je vous en transmets le sommet de l'iceberg ici, mais ça représente une masse d'informations qui va être très utile pour la mission de préfiguration, pour ajuster le curseur dans l'année qui vient et au début d'année sur la feuille de route, en tout cas pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Voilà pour les réponses en ligne. Je vais vous citer, mais je vais passer assez vite, les actions, celles qui étaient ressenties comme les plus prioritaires dans chaque axe. Par exemple, dans le premier, sur la connaissance, donc là, je mets priorité entre 1 et 1, 3, 5. Quand on a une priorité de 1, en gros, c'est tout le monde est d'accord. Tout le monde a dit oui, c'est ça par ça qu'on commence. Par exemple, l'effort d'inventaire, acquérir des données, c'est arrivé en premier à chaque fois. Presque personne qui l'a mis en catégorie 2. Mettre en place des méthodes et des protocoles, prioriser les axes d'amélioration des connaissances, donc des groupes de travail et se mettre un peu d'accord sur ensemble, interpartenaires, sur vers où on va chercher en premier. Il y avait également réviser et valider les bases de données, d'avoir de l'information fiable et de l'information bien rangée, avec mise en place de standards aussi. Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la donnée environnementale, ça s'est revenu pas mal souvent de mettre un peu de l'ordre dedans et d'avoir quelqu'un un peu transversal comme le conservatoire qui puisse dire voilà l'axe, le cadre d'acquisition et de méthode dans lequel on travaille. Des consultations régulières avec des experts, identifier les enjeux prioritaires de conservation. Donc là, il y avait aussi encore le besoin sous-jacent de dire il faut mettre les moyens au bon endroit et fixer des priorités un peu générales. Effectivement, comme beaucoup de monde travaille un peu dans son coin, d'arriver avec la plateforme de discussion pour les orientations et les efforts. Et harmoniser les référentiels, notamment relatifs aux habitats naturels, tout ce qui est nomenclature, typologie des habitats, comme effectivement il y a autant de typologies des milieux naturels en Calédonie qu'il existe d'acteurs qui ont travaillé sur les milieux naturels. En gros, on a beaucoup de marge de progrès à se dire on va se mettre d'accord sur comment on nomme les choses. Voilà, donc ça c'était sur 7 actions qui sont ressenties plus prioritaires sur 27 de cet axe-là. Donc l'axe 2, sur gérer et valoriser les données, là-dessus, c'était tout ce qui était système de gestion de données robuste, technologie et normes de données ouvertes. Donc là, il y avait vraiment un axe sur le partage de l'information, d'être capable de diffuser, partager, que l'information soit disponible à chacun de manière facile, ouverte. Donc ça, c'est revenu. Le contrôle et la validation scientifique des données, d'avoir de la donnée fiable évidemment, et promouvoir le partage, la diffusion. Voilà, donc ça c'était sur l'axe SIG, base de données, ce qui ressortait le plus. Et également pousser les collectivités locales et les décisionnaires de prendre des décisions donc informées sur la base d'outils scientifiques. L'axe 3, sur gestion de conservatoire, restauration écologique. Donc, c'était les plans de conservation qui sont arrivés en priorité 1. C'est effectivement un outil des conservatoires botaniques. C'est une des choses par lesquelles ils sont déjà en marche et sur lesquelles on va mettre la priorité. Mettre en œuvre les plans directeurs de conservation. Soutenir la création et la gestion de jardins botaniques privés ou publics. Ça, c'est revenu assez souvent comme étant quelque chose sur lequel on est attendu, de se dire il y a des initiatives, il y a de la flore locale endémique qui est en production dans des pépinières ou chez des privés. Tout ça, c'est aussi la conservation ex situ en Calédonie, c'est une réalité, elle existe déjà, et c'était de dire il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit cadrée, il faut qu'elle soit accompagnée. Donc ça, c'est revenu assez souvent. L'état de conservation des espèces, donc des suivis vraiment de terrain, des réseaux de collaboration concernant la restauration écologique, là aussi des initiatives très éparses, mais se dire est-ce qu'on fait une plateforme d'acteurs de la restauration. C'est très attendu. Des programmes d'accompagnement des initiatives privées de conservation également. Ça rejoint le précédent, des collections conservatoires et des banques de graines également. C'est attendu, le fait d'avoir un point focal sur lequel on puisse avoir la sécurisation du matériel végétal sensible, par exemple. Donc voilà, ça c'était sur l'axe 4, expertise scientifique et technique. Donc là, vous voyez, c'était un axe qui n'était pas retenu comme très prioritaire au global, c'est-à-dire qu'il était dans la catégorie de ceux plutôt classés en secondaire. Par contre, il y a quelques actions sur lesquelles tout le monde est d'accord. Donc c'est notamment tout ce qui est l'appui expertise à la réglementation, c'est-à-dire pour informer le niveau réglementaire des enjeux et éventuellement ajuster les réglementations. Le conservatoire aura un rôle justement en tant qu'expert d'accompagnement là-dessus. De soutien technique et scientifique aux collectivités, là encore, le conservatoire botanique en général sont
dotés d'un conseil scientifique, sont dotés d'une expertise interne là-dessus. Donc c'est aussi cet accompagnement aux côtés ici du Crésica, des instituts locaux, de se dire comment on peut intervenir. Des évaluations écologiques, la spatialisation des enjeux, les outils d'analyse et de planification, là aussi c'était ressorti, notamment pour tout ce qui est PUD, aménagement, agriculture, d'avoir des outils un peu homogènes, un peu pratiques, vraiment un peu pouce-bouton pour que les aménageurs aient l'information au bon moment. Et accompagner ou animer l'instance locale RLA, Flore, IUCN. Donc là, ça fera partie de quelque chose qu'on va discuter ensuite, c'est-à-dire par rapport notamment aux acteurs historiques comme Endemia, par rapport au travail d'animation du RLA, savoir comment va se faire ce dialogue ou cette fusion, en fait, pour la suite des choses. L'axe sensibilisation, donc là, c'était pas ressenti comme prioritaire. Donc c'était parmi ce qui était le plus ressenti, c'était les programmes de formation pour les professions telles que pépiniéristes, gestionnaires d'espaces naturels, etc. Tout ce qui était formation pratique sur la gestion de la biodiversité végétale, tout ce qui était créer des ressources pédagogiques et des bases documentaires adaptées. Donc là, on n'est pas vraiment sur la sensibilisation de type communication au grand public, les attentes sont plutôt de type formation, d'être une base d'expertise, de créer des kits de formation, des choses qui peuvent ressortir là-dessus. Donc c'était ce qui est pas mal ressorti. Tout ce qui est ethnobotanique, donc là il y a quelques actions qui ont été mises en évidence, telles que le partage équitable des bénéfices, donc la réglementation APA, et mettre les communautés locales au cœur des processus décisionnels. Donc ça, c'est ressorti parmi ce qui était le plus important dans ce volet-là, c'est comment arriver à replacer dans tous les projets le niveau décisionnaire des communautés locales pour qu'elles soient en amont dans les décisions avant l'intervention sur les milieux, sur les habitats, etc. Donc ça, c'est une constante et sur laquelle on va être très attentif et on va pouvoir mener des dialogues, notamment en remerciant la présence du Sénat coutumier, encore une fois, avec Monsieur Sinébamoun qui a participé, merci encore, aux ateliers et qui est présent aujourd'hui, donc pour bien noter la présence en Calédonie, ce volet fort sur l'approche culturelle et sacrée de la biodiversité. Et enfin, tout ce qui était les liens entre population et biodiversité, les mettre en valeur et reconnaître les valeurs culturelles et traditionnelles. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était ressorti des enquêtes en ligne. Et c'est des choses qui nous ont servi lors des ateliers, notamment pour piloter, faire plancher les gens à tous nos partenaires sur détailler un peu plus ce qui était arrivé en haut des priorités, de se dire bon ben concrètement comment on fait, concrètement dans quelle échéance tel sujet on le voit, avec quels moyens il faudrait mettre en face. Donc c'était un exercice un peu compliqué quand même. Je veux dire, c'est en 1 heure, en 15 minutes, 30 minutes de temps d'arriver à donner la faïonéa de toute la compréhension d'un sujet, d'un projet. Ça reste un exercice acrobatique, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui sont ressorties. En tout cas, c'est encore de la matière qui est là, présente, qu'on a mis en forme et qu'on va pouvoir jouer. Donc, je vais vous en présenter, mais là aussi, très rapidement, un peu quelques idées, des choses, mais on ne va pas détailler toutes les actions, puisqu'en fait, là, on a un catalogue, c'est super, mais on ne va pas pouvoir tout rentrer dedans. Et ce catalogue va justement nous servir à faire la suite de la feuille de route avec des idées et de l'information. Donc, parmi ceux qui étaient participants aux ateliers, on a vraiment eu un panache de compétences et de profils très différents à chaque fois. Donc, on voit dans chaque mission, grande thématique, on avait à peu près tout le monde de présent, entre entreprises, institutions, bureaux d'études, ONG, collectivités, instituts de recherche. Donc, c'était très riche de ce point de vue-là. Donc, cette matière-là, là, ce diaporama sera en ligne, on va le rendre accessible, également ceux des premières séances du 5 décembre, donc vous pouvez revenir et poser. Donc là, je vais survoler un peu plus rapidement, et vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un sujet particulier sur lequel vous auriez des choses à dire. Donc voilà, on a fait plancher un peu tout le monde sur les freins, les leviers, les moyens, quel type de gouvernance, où se trouve le conservatoire dans ce schéma-là, quels indicateurs, et puis le séquençage. On est rarement arrivé jusqu'au séquençage, à dire année 1, année 2, année 3, c'était un exercice compliqué, mais au moins, il y avait déjà la bonne définition de ce dont on parle, et ensuite, comment on va le prendre en main, et si jamais on n'est pas d'accord, on peut aussi s'exprimer là-dessus. Donc, pour ce qui est l'axe 1, les idées principales
principales idées qui sont ressorties des travaux, c'est de dire qu'il faut, un des premiers chantiers, c'est combler les vides de connaissances, c'est de travailler sur les espèces et milieux encore inconnus, c'est vraiment faire ce travail d'effort de connaissances et de pouvoir la diffuser. Donc il y a eu des groupes qui se sont penchés sur les plateformes web, sur la production de guides, sur les formations, donc ça a pas mal ressorti, et surtout sur l'agrégation de données. C'était de collecter toutes les publications, études, et aussi d'être une plateforme de diffusion, c'est-à-dire d'être un point focal. Ça peut être effectivement une des plus-values du conservatoire, c'est-à-dire de fait d'être au niveau pays, entre les 3 provinces, de pouvoir, sur des thématiques environnementales, voilà, sortir du périmètre géographique de chaque province, avoir un point de rencontre comme ça au niveau territorial qui peut être intéressant d'avoir pour que les experts travaillent. Donc, je ne vais pas détailler chaque fiche, mais en gros, à chaque fois, on peut, par exemple, pour combler les manques de données sur la biodiversité, repréciser l'objectif, avoir des actions clés, comme valider les protocoles existants, identifier les lacunes, faire des guides de référence avec des moyens qui peuvent être des ressources humaines, des leviers qui peuvent être l'exploitation des protocoles déjà établis, la collaboration étroite avec les instituts de recherche et le rôle ressenti du conservatoire. Dans ce cas-là, c'était une plateforme de coordination et de standardisation. Donc ça, c'était une retranscription des idées qui sont sorties des ateliers. C'est pas des projets qu'on va reprendre comme ça pour argent comptant, sortir de l'atelier, on va l'appliquer directement. Mais c'est pour nous, c'est la matière première sur laquelle on va construire la feuille de route. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis surtout, il y a certaines choses, elles sont pas plus précisées que ça. C'est-à-dire que quand on dit ressources humaines, on avait à en sortir des ateliers, on avait presque envie de dire, bon, en fait, en gros, il y a un poste par projet. Et on finit avec 200 personnes au conservatoire. Et bien évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Et c'est qu'on va se trouver avec des ressources humaines qui vont être ce qu'elles sont, progressives, mais possiblement elles vont augmenter dans le temps. Et que donc, on va passer au filtre, les choix, les décisions vont passer au filtre de nos capacités, simplement. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu l'exemple de profil de ce qu'on a pu retirer des ateliers. Pour l'axe 2, les principales idées qui sont ressorties des ateliers sur la récolte de données par exemple, c'était alors il y avait des choses assez qui pointaient du doigt la rétention d'informations. Qui semblait poser problème à certains moments, de dire chacun est assis sur son trésor de données ou qui n'a pas pris l'habitude de la partager ou qui ne se sentit pas obligé de la partager. Et ça, c'est valable dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire, c'est valable pour les sociétés qui travaillent, sociétés privées qui travaillent dans l'extraction. C'est valable pour des scientifiques qui ne publient rarement la donnée tant qu'elles l'ont pas structurée. La donnée brute reste une ressource primaire. Et ensuite, elle est publiée, mais une fois qu'elle a été traduite en papier. Donc ça, c'est des choses, on sent que dans la communauté de la conservation, c'est un sujet qui revient relativement régulièrement et qui très logiquement est apparu dans les ateliers en disant si on pouvait faire quelque chose au niveau du conservatoire pour être un acteur, un juge de paix sur le sujet et d'être la capacité de la plaque tournante de l'information, qu'on puisse la transmettre avec l'accord du propriétaire initial, avec ses conditions particulières de diffusion, mais en tout cas d'être une plateforme où on puisse la trouver, cette information, bah, c'était déjà une plus-value possible pour le conservatoire. Il y avait aussi valoriser les acteurs, c'est-à-dire que les propriétaires de données, la donnée, ça coûte cher. La donnée, il a fallu la produire. La donnée, c'était des projets, c'était des budgets, c'était des personnes qui ont travaillé dessus. Donc évidemment, quand cette donnée est réemployée ailleurs, on est toujours content qu'on soit cité, qu'on ait eu le logo, qu'on soit même associé aux suites qui sont données à ces projets-là, puisqu'on en a été le producteur principal de données, donc c'est bien logique. Donc, mais après, c'est savoir comment on le fait, comment on le rend réel, cette mise en valeur. Rendre accessibles les données, donc harmoniser, capitaliser, plateforme web, encore une fois, et des niveaux de diffusion de données aussi qui doivent être cadrés. Est-ce que le grand public a accès à telle ou telle donnée? Est-ce qu'on laisse ça plutôt dans une communauté de type d'acteurs particuliers? Voilà, c'est ajuster le curseur de l'accès à la donnée. Et enfin, harmoniser les méthodes, que ce soit les banques de données, que les banques de données, l'interopérabilité, qu'elles puissent se parler. Voilà, que nos informations, on peut très bien avoir de l'information utile chez plusieurs partenaires. Elle sera vraiment utile quand tous les partenaires auront accès aux informations des autres sur le même cadre de données. C'est ça un peu qui était ressorti. Voilà, donc après encore des fiches plus détaillées à chaque fois.
sur lesquels on va les remobiliser. Je pense pas aujourd'hui, vous les verrez en ligne sur l'accès, donc c'est des exemples, et c'est vraiment pour nous une matière première pour nourrir l'action. Voilà. Sur le volet conservation, les grands thèmes qui sont ressortis de nos ateliers, il y avait aussi conservation ex situ. Il y avait l'aspect des banques de graines et la labellisation des pépinières de plantes locales aussi. Il y avait vraiment l'idée de mettre en valeur et de les pépiniéristes, de ceux qui ont déjà développé des techniques, des savoir-faire sur la multiplication des plantes locales, de pouvoir faire en sorte de les mettre en avant et de leur donner peut-être plus accès, je ne sais pas, au marché public, peut-être à certaines opérations, en tout cas de mettre en valeur leur savoir-faire. Et puis ça va être un dialogue, je pense, avec les pépiniéristes, dans le sens où le travail de recherche, de multiplication fait au conservatoire ou dans les instituts de recherche pour qu'il soit transmis. Voilà. Le réseau de jardins botaniques, voilà, c'est encore jardin botanique privé-public, le label. Former les propriétaires également, c'est revenu, c'est-à-dire les propriétaires privés qui auraient des arboretums de qualité, les accompagner, animer ce réseau-là. Et aussi mettre en place une stratégie à long terme de conservation, c'est-à-dire que la restauration écologique aujourd'hui, c'est beaucoup de petits projets, même au sein des sociétés minières qui ont leurs obligations de remise en état des sites, mais qui se trouvent au sein de massifs où il y a d'autres sociétés minières également, et on ressent le besoin d'avoir une vue globale de tout ce qui est en train de se faire sur un massif en termes de restauration écologique, et que les partenaires soient tous autour de la table pour pas que chacun fasse son petit bout dans son coin en disant j'ai fait mon travail, et qu'au final on n'ait pas mis les moyens exactement à l'endroit le plus efficace pour agir. Donc ça, c'est ressorti aussi. Et il y avait aussi connecter les différents milieux et les programmes d'action et restaurer le plus grand nombre de surfaces et privilégier là où c'est facile. Donc là aussi, il y avait une idée de changer d'échelle dans la restauration écologique, de se dire oui, c'est bien, on se fait plaisir sur des petits projets, etc. Sauf qu'on a des enjeux énormes en termes de milieu dégradé en Calédonie. Comment on serait capable de redonner une dynamique positive au milieu et là-dessus, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui énormément budgétivore aussi. Je pense que si des projets de restauration écologique tout de suite, ça chiffre en millions. Donc c'est des engagements forts. Donc ça veut dire que là-dessus, qu'est-ce que pourra faire le conservatoire? Je pense déjà à un travail de plaidoyer ou d'assistance des collectivités en général ou des acteurs à constituer, peut-être mutualiser des programmes, peut-être mettre bout à bout plusieurs besoins et aller chercher effectivement des moyens d'importance pour les affecter justement au bon endroit. Ça peut être des axes de travail qu'on essaie de développer avec tous les partenaires autour de la table. Donc voilà pour ce qui est ressorti. Donc je vous passe sur les fiches, vous pourrez y revenir. Concernant l'axe 4, appui aux politiques publiques, là, il y avait l'assistance aux collectivités locales, les PUD, par rapport aussi à la réglementation, par rapport au réseau d'air protégé, le fait que le conservatoire botanique peut être un partenaire qui vienne apporter ses outils pour cette efficacité des aires protégées. Porte d'entrée aussi, c'est revenu souvent, sachant que sur plein de sujets, quand on parle d'environnement, il faut que les acteurs, même ceux qui viennent de l'extérieur du territoire, s'adresser aux autorités compétentes, c'est-à-dire les provinces. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas, pour la plupart, au niveau international, une vision claire du répartition des compétences locales, et que peut-être le conservatoire pouvait avoir ce rôle de fléchage, d'orientation, en disant si vous travaillez à tel endroit sur tel sujet, ce serait plutôt tel service à aller voir, d'être un peu un aiguilleur vers les principaux intéressés ou les principaux programmes pour donner de la lisibilité à ceux qui viennent de l'extérieur, par exemple. Ça pouvait être une option, une plus-value du conservatoire. Pour les nouvelles réglementations aussi, pour l'homogénéisation, pour les formations, et aussi pour des relations régionales. On nous a parlé effectivement d'opportunités régionales, peut-être qui seraient intéressantes sur lesquelles on pourrait agir, et donc du coup le conservatoire, de par sa position pays, pourrait être un interlocuteur justement sur des projets régionaux, vu que le gouvernement, lui, n'a pas la compétence environnement, mais il a la compétence coopération. Il a la compétence environnement sur les îles, au-delà de la zone exclusive, les îlots, etc. Mais pour tout ce qui est grande terre, il n'y a pas d'interlocuteur unique ou de quelqu'un qui porte la voix de la Calédonie. Donc ça c'est sorti. Introduire des guides aussi, formation, voilà, du contenu de formation, c'est revenu encore.
Je passe à l'action 5, tout ce qui était éléments marquants sur l'information, la sensibilisation. Il y avait l'idée d'une stratégie de communication un peu globale, de se dire c'est bien de communiquer un peu tous comme ça, mais peut-être on peut avoir un discours, un récit sur la protection de nos espèces et de nos habitats naturels, de structurer un peu cette chose-là entre partenaires et de mettre en valeur du coup l'action de chaque partenaire dans le cadre de ce récit global. Qui fait quoi, comment on le porte à cette connaissance au niveau de la Calédonie, mais même en dehors du territoire. Sensibiliser par rapport aux menaces. Alors, tout ce qui est feu, espèces envahissantes, étalement urbain, agriculture, voilà, dans l'axe sensibilisation, c'est revenu, sachant que sur l'axe menace, on a bien sûr l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité qui est déjà très active. Donc là-dessus, sur un sujet comme ça, nous, a priori, on sera très peu proactif. On restera simplement là en assistance, en accompagnement ou en complémentarité si jamais il y a un sujet dans ce thème-là sur lequel il faut qu'on se positionne. On sera peut-être un peu plus présent sur le feu, notamment parce que dans les plans directeurs de conservation, Copetto, il dépeint à chaque fois le feu est un sujet prédominant, donc forcément on sera actif dessus. Et également par rapport à l'agriculture et l'étalement urbain. Réseau de jardins botaniques, c'est encore revenu, labellisation, je ne vais pas y revenir. Ethnobotanique, donc fédérer les acteurs. Donc là, il y avait des idées de faciliter l'émission des acteurs qui travaillent déjà sur le sujet. On sait qu'il y a des connaissances sur l'utilisation des plantes utiles, donc c'est comment les accompagner, parce que là-dessus aussi, on ne va pas, si les gens sont déjà organisés, on ne va pas y aller. Rendre les données accessibles, protéger les données, et puis plaidoyer également pour une personnalité morale donnée aux écosystèmes. Ça aussi, c'est revenu, c'était de dire il y a nos voisins, il y a des choses qui bougent en provincial, il y a des choses qui bougent chez les voisins néo-zélandais, et ici en Nouvelle-Calédonie, par rapport aux personnalités morales, juridiques, des éléments de nature, comment on avance et comment on opère cette reconnaissance. Donc ça, c'est une question de fond et une question sur laquelle on pourra accompagner en tout cas les acteurs là-dessus. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ces ateliers. Après, je vais vous proposer une pause avant de parler de la feuille de route approfondie qui sera la dernière intervention de la matinée. Mais déjà, par rapport à ce qui a été dit ici sur les enquêtes en ligne et sur la restitution des ateliers, si vous avez des remarques, vous qui avez participé aux ateliers, vous, et s'il y a des choses qui sont passées sous les radars et qui vous semblent absolument essentielles, n'hésitez pas.